Quel avenir pour les normes d'environnement à Bruxelles? L'ALEZ est corrigée pour certaines voitures et on cherche de l'argent pour rembourser l'isolation des habitations. Alors le prochain gouvernement bruxellois doit-il rebattre toutes les cartes ou au contraire poursuivre les efforts? On en débat avec 4 acteurs de terrain. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille notamment Serge Stas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Traxio, vous représentez la distribution, la réparation et donc le secteur automobile. Pierre Dornier, bonjour, vous êtes le directeur de l'ASBL, les chercheurs d'air. On verra ce que vous pensez notamment du report de l'ALEZ. Laurent Schiltz, bonjour, vous êtes le secrétaire général d'Embuild Bruxelles. Vous représentez le secteur de la construction et aussi, quelque part, ces entrepreneurs qui viennent travailler à Bruxelles. Ils ne sont pas toujours habitants de la capitale. On accueille aussi Sandrine Couturier, bonjour, vous êtes la directrice de l'ASBL Convivence. Vous nous expliquerez votre travail dans le centre de Bruxelles notamment, hein. Vous aidez des locataires qui habitent parfois des habitations très mal isolées et vous êtes membre avec votre association du réseau Habitat, une parole donc de personnes précarisées en matière de logement. Je voudrais qu'on commence avec la question de la zone basse émission. Pierre Dornier, vous faites partie de ceux qui ont manifesté contre ce report. Vous craignez quoi? Vous craignez que 2 ans qu'on donnerait de rabio à quelques voitures diesel, ça dégrade nos conditions d'air à Bruxelles? C'est ça votre crainte? Ou un jeu de domino peut-être? Alors, ce n'est pas quelques voitures diesel. On a un très sérieux problème de pollution de l'air en région bruxelloise. Plus de 900 personnes meurent chaque année prématurément en région bruxelloise à cause de la pollution liée à la mobilité. Et on sait que la zone de basse émission est l'outil le plus efficace et de loin pour améliorer la qualité de l'air, pour lutter contre la pollution de l'air émise par le trafic routier. Donc, un décalage de 2 ans, de notre point de vue, c'est catastrophique pour la santé de centaines de Bruxelloises et de Bruxellois. Serge Stas, vous faites partie de ceux qui ont demandé ce report. Pour répondre très clairement à ma question, vous êtes satisfait de ce report ou vous estimez que le prochain gouvernement doit aller plus loin et donner d'autres autorisations à d'autres véhicules ? Non, nous sommes satisfaits de ce report pour l'instant, puisque les véhicules concernés qui ont été construits et mis en circulation jusqu'à 2015 ont maintenant pas loin de la dizaine d'années. Ils en auront 2 de plus. Ça laisse aussi le temps à ceux qui en possèdent de les négocier calmement et dans la sérénité. Et nous pensons que si chacun s'y met dès maintenant, d'ici 2 ans, ce sera très bien. Mais ce n'était pas possible pour beaucoup de conducteurs de changer de voiture. Le calendrier, il était annoncé depuis un moment. Pourquoi ça a coincé plus maintenant que pour d'autres interdictions, puisqu'il y a déjà eu des véhicules interdits de rouler à Bruxelles ces 2 dernières années? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture du Belge, en moyenne, elle a 10 ans. Donc là, en touchant les véhicules Euro 5, aujourd'hui, on commence à toucher une tranche de véhicules qui est la tranche de l'âge moyen. Donc, un nombre de véhicules beaucoup plus élevé. Il faut savoir que le parc belge, c'est 6 millions de voitures. Les voitures Euro 5, c'est 600 000 voitures, c'est-à-dire 10% de la totalité des véhicules en circulation. 30 000 rien que sur Bruxelles, 140 000 qui traversent Bruxelles. Donc là, on avait un impact qui était très important. Mais pour qu'on comprenne bien, vous demandez au prochain gouvernement de reporter d'autres interdictions, parce que, on rappelle, 2030, fin du diesel, 2035, obligation européenne, plus de moteurs à explosion. Vous demandez qu'on revoie ces normes-là que la Belgique négocie, ou vous estimez qu'on peut suivre la suite du calendrier? On ne pourra pas suivre la suite du calendrier parce que les véhicules Euro 6 notamment et génération suivante sont les seuls dont on a encore une technologie actuellement disponible en thermique. Et on sait déjà d'avance que d'une part pour une question de coût et d'autre part pour une question pratique, on ne peut pas se servir exclusivement de véhicules électriques. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Je voudrais aller vers le secteur de la construction parce que vous m'avez dit en préparant l'émission que vous avez sondé certains de vos membres et qu'il y en a qui s'inquiètent. Alors, qui s'inquiète et est-ce que ce n'est pas un peu de résistance au changement, entre guillemets ? Non, ce n'est pas de la résistance au changement, surtout que beaucoup ont quand même été bien informés. Et aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas suffisamment prêts. Et vous disent quoi alors concrètement ? Ils nous disent que... Alors, là, je vais vous parler plus particulièrement pour les véhicules utilitaires. Qu'un véhicule utilitaire, ça s'amortit pas non plus de la même manière qu'une voiture. Parfois, des véhicules coûtent aussi assez cher parce qu'ils doivent faire des aménagements dedans. Par exemple, un électricien, il aménage avec tout plein de rangements pour mettre des outils ou des morceaux d'installation qu'il doit faire plus tard.
Et pour rentabiliser un véhicule comme ça, il faut beaucoup plus longtemps que pour un véhicule classique. Et donc vous demandez aussi un aménagement des prochaines interdictions. Oui, et même nous, ce qu'on demande aussi, c'est peut-être même un décalage dans certaines interdictions entre des véhicules classiques et des véhicules utilitaires. Parce que aussi, il faut se rendre compte que la mise sur le marché de véhicules avec des nouvelles technologies, comme par exemple les véhicules électriques, pour ce qui concerne les véhicules utilitaires, elle ne suit pas du tout le même rythme non plus. Aujourd'hui, la plupart des marques de voitures ont plusieurs véhicules qui répondent aux besoins, par exemple des véhicules électriques, et ce n'est pas le cas pour les véhicules utilitaires. Alors, je retourne vers Monsieur Dornier. Là, il y a finalement 2 demandes qui sont exprimées. Je ne sais pas comment vous les recevez. D'abord, est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous dites, voilà, effectivement, on peut s'attendre, on pourrait comprendre, nous, comme défenseurs de la qualité de l'air, un report du calendrier. Est-ce qu'il y a une marge, d'après vous, ou vous craignez qu'on soit trop en retard? Et puis, est-ce que vous êtes prêt à entendre parler d'aménagements particuliers, raisonnables, on pourrait dire, pour certains types de véhicules, par exemple professionnels? 2 questions précises que je vous pose là. Alors, sur le premier point, vous parlez d'une centaine de milliers de véhicules à Bruxelles. Les véhicules qui auraient dû être concernés par la prochaine étape de la zone basse émission, donc le 1er janvier 2025, c'était 7% de tout le parc, un petit peu plus de 30 000. Donc c'est un chiffre beaucoup plus bas que les chiffres que vous présentez ici, puisqu'on ne parle pas des véhicules au niveau national, on parle des véhicules au niveau bruxellois, au niveau de la région bruxelloise. Oui, 30 000, ce sont les véhicules immatriculés à Bruxelles. 140 000, ce sont les Euro 5 qui traversent Bruxelles tous les jours. Exactement. Mais donc, on ne peut pas faire une législation ou en tout cas, on ne devrait pas faire une législation pour les véhicules qui ne sont pas à l'intérieur de la région bruxelloise. Il faut faire la législation pour les véhicules qui sont à l'intérieur de la région bruxelloise et donc pour ces 30 000-ci. Mais pas ceux pour qui les traversent sont concernés aussi. Oui. Je vais reprendre l'exemple des entreprises de construction. Une de nos craintes, c'est que, je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur de construction qui a 10% de son marché sur Bruxelles. À un moment, si on lui impose de changer de véhicule pour venir travailler à Bruxelles, il va peut-être se poser la question, est-ce que ça vaut la peine que je vienne encore travailler à Bruxelles? Et donc ça fait le lien avec le deuxième point, le point sur les véhicules un petit peu plus spéciaux que les voitures de monsieur et madame tout le monde. Nous, on n'est absolument pas contre un système de flexibilité. C'est-à-dire que si, en effet, un véhicule vient d'être acheté et qu'il a besoin d'aménagements, des aménagements qui ont été faits et que la prochaine étape arrive juste après, et que, je tiens quand même à préciser qu'il y a une prime qui est donnée par la région bruxelloise pour racheter un véhicule qui... Oui, mais cette prime, elle était limitée à certains types de véhicules qui, aujourd'hui, n'existent pas vraiment sur le marché. Voilà, quand on limite à des véhicules électriques, même... des camionnettes électriques, ils existent quasiment. Écoutez M. Dernier, parce qu'il est déjà en retard de temps de parole, le pauvre. Quand même important de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a ces 17 000 € qui sont disponibles. Mais donc, si c'est vraiment pas possible, oui, on peut mettre en place des systèmes de flexibilité, mais donc ne pas décaler complètement le calendrier de la région, de la zone de basse émission pour quelques véhicules qui ne rentreraient pas dans le système, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a simplement trop de voitures à Bruxelles et peut-être un attachement particulièrement important du Belge, du Bruxellois à sa voiture? Ça, c'est quelque chose qui se heurte aussi à l'esprit des normes environnementales. Vous pouvez faire ce constat-là? Un chiffre important à rappeler, 56% des ménages bruxellois n'ont pas de voiture. Donc on a quand même une majorité de la population qui n'a pas de voiture. Donc voilà. Et on compte là-dedans les jeunes travailleurs qui parfois n'ont pas encore les moyens, vont peut-être attendre de l'avoir. Est-ce qu'on compte dedans ceux qui ont une voiture de société? Ça ne rentre pas dans leur patrimoine personnel. Continue à augmenter. Ce chiffre continue à augmenter. Donc a priori, c'est plutôt l'inverse. Il y a de moins en moins de personnes qui vont avoir une voiture. Ceci étant dit, il reste, de notre point de vue, c'est évident, trop de véhicules à Bruxelles, en région Bruxelles, en sachant que une grande majorité sont utilisés par seulement une personne. À l'intérieur, on appelle ça l'auto-solide, une seule personne qui conduit une voiture. Donc il faut, c'est évident, moins de voitures. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout de voitures, mais il faut moins de voitures. Il faut que ces voitures soient mises en commun, il faut utiliser plus l'autopartage et il faut évidemment utiliser plus les transports en commun, le vélo, la marche à pied. Marche à pied qui, à nouveau, soit dit en passant, est le premier mode de déplacement au sein de la région Bruxelles-Capitale. Ce n'est pas la voiture, c'est la marche à pied. Alors je me retourne vers M. Istas. On entend quand même souvent que les émanations des voitures, ce n'est pas uniquement le moteur, ce sont les pneus qui s'usent, c'est le macadam qui s'abîme. Mais est-ce qu'on ne peut pas travailler techniquement là-dessus pour rendre des voitures moins polluantes et pas uniquement au niveau du moteur? Est-ce que c'est quelque chose auquel le secteur est attentif et est-ce qu'on y consacre suffisamment d'efforts? Peut-être qu'en mettant en place des normes, le secteur serait simplement contraint de travailler à des voitures moins polluantes, point. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en matière de particules fines, l'automobile, ça constitue 11% des émissions de particules fines, l'ensemble de l'automobile. Et dans ces 11%, 3/4 des particules fines sont émises par les pneus, par les freins
et par le tarmac. Et on pourrait rendre les voitures moins polluantes, notamment des pneus qui dégageraient moins de particules, des plaquettes de frein plus résistantes. C'est quelque chose qui est faisable? Alors on peut notamment travailler sur la matière des plaquettes de frein, c'est évident. On peut travailler aussi sur les pneus, on peut rouler avec des pneus plus étroits. Donc il y a des méthodes qui permettent de réduire les particules fines et évidemment les constructeurs et les équipementiers y sont attentifs. Et ça fait partie justement des normes, notamment Euro 7, en tout cas des normes environnementales les plus récentes concernant l'automobile, ne concernent pas que le moteur qui finalement émet des particules fines, mais dans une quantité nettement inférieure à ce qu'on laisse entendre en réalité. Est-ce que le secteur ne paye pas aussi à un moment donné les conséquences, les suites du Dieselgate et de cette vaste fraude, de ce vaste bidouillage qui fait qu'à un moment donné, des gens, citoyens, associatifs, gouvernements n'ont plus confiance aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Ça fait 10 ans, mais il y a toujours derrière, quelque part, une suspicion de fraude de la part du secteur automobile. Mais il y a des outils, et je pense notamment Ils à sont assez efficaces. Un outil efficace qui est simplement un analyseur 5 gaz, tel qu'on peut en trouver dans les garages ou dans les stations de contrôle technique, avec la faculté de pouvoir vérifier les émissions réelles d'un véhicule. À l'arrêt, on est d'accord, on n'est pas sur des modèles très très complexes de véhicules en mouvement. Mais déjà, si on vérifiait les véhicules en route de manière un peu plus sérieuse et si on contrôlait leurs émissions, pas seulement leurs émissions de particules fines, mais également de benzène et d'autres gaz et de NOx, etc. Et si on mettait ces voitures en ordre d'entretien, on en serait déjà bien mieux placé. Pierre Dornier, est-ce qu'on contrôle suffisamment, et peut-être expliquer en une phrase aux gens qui nous regardent, comment on le fait, la qualité de l'air à Bruxelles? Est-ce qu'on arrive à avoir une carte globale en permanence ou on est toujours sur des sondages ponctuels, des études faites par votre ASBL? Voilà. Est-ce qu'on a une carte et une idée vraiment précise et fiable de notre qualité de l'air à Bruxelles aujourd'hui? Oui, très précise, quasiment en temps réel. Et ça me permet de vous donner une information qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps, donc avec notre ASBL, les chercheurs d'air. On a regardé la qualité de l'air au niveau des écoles, de toutes les écoles fondamentales, donc maternelles et primaires au niveau de la région. Et on s'est rendu compte que plus d'une centaine de ces écoles, donc avec des manières de mesurer qui sont très fiables, dépassent entre 2 et 3 fois la recommandation de l'OMS. Donc cette recommandation, elle dit qu'au-dessus de ce seuil, il y a un danger important pour la santé. Ces écoles avec de tout petits enfants, elles sont entre 2 et 3 fois au-dessus. Donc seuil de 10 pour l'OMS, 40 de tolérance pour l'Union européenne. Donc en fait, même nos normes européennes ne sont pas aussi strictes que ce que réclame l'OMS pour faire ça. Voilà. Et donc non seulement on est en mesure de contrôler la qualité de l'air, mais en plus on voit que, c'est grâce à ces mesures qu'on se rend bien compte que la qualité de l'air est très mauvaise et qu'il faut réagir très vite. Raison pour laquelle on demandait à ce que la zone de basse émission ne soit pas affaiblie. Madame Couturier, vous avez voulu réagir sur la qualité d'air parce que ça touche certains quartiers, notamment ceux où vous êtes actifs, le centre de Bruxelles essentiellement? Je dirais toutes les 9 associations du réseau Habitat. C'est vrai qu'on travaille dans des quartiers qui sont ceux qui sont le plus pollués dans la région et par ailleurs avec une population qui a peu de voitures. Et donc c'est vrai que nous on a Il n'y a pas cet attachement dans toutes les couches de la population à la voiture, ça vous pouvez le reconnaître? Oui, certainement. Mais je veux dire, c'est quand même les publics avec lesquels on travaille, c'est quand même une population qui a moins de voitures que d'autres ménages qui éventuellement ont 2 ou 3 voitures. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai envie de faire le lien avec le logement. C'est vrai qu'ici, on voit quand même, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, qu'on va demander aux ménages d'investir beaucoup d'argent dans la rénovation de leur logement au bénéfice de la qualité de l'air. Et pour l'instant, on ne remet pas en question cette obligation. Alors qu'inversement, du côté des voitures, alors qu'on a un public qui vient quand même massivement à Bruxelles, qui traverse Bruxelles, on est quand même prêt à mettre en danger la qualité, la santé des personnes qui y habitent. Et donc là, nous, on a une petite difficulté, quoi. Alors je me tourne vers MB, parce que j'imagine que vous, ça ne va pas vous déranger, secteur de la construction, qu'on isole massivement des habitations. Mais en préparant l'émission, j'ai quand même trouvé une étude, et je voudrais vous la citer. Elle date de 2021, mais à bonne source, on me confirme qu'on n'a pas inversé la tendance. C'est une étude de Simon Deminck, de chercheur à l'ULB, et qui nous dit en gros que les primes à la rénovation, dans 60% des cas, elles sont utilisées pour l'habitation principale du propriétaire et que dans 40% des cas pour le locataire. Et donc ça veut dire en gros que les locataires, Madame Couturier nous parlait des locataires, j'imagine que c'est plutôt ceux-là votre public, ils habitent dans des habitations qui sont mal isolées, on voit dans les écrans derrière des ouvriers qui travaillent là-dessus. Donc est-ce que là-dessus, vous, comme organisation, vous reconnaissez que on n'arrive pas à l'objectif qui est d'isoler massivement à Bruxelles. Est-ce que le professionnel de la construction que vous êtes peut le reconnaître?
Aujourd'hui, c'est clair que les primes ne sont pas majoritairement utilisées par des propriétaires non occupants. Ça, on en est complètement d'accord. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, si un propriétaire occupant investit dans son bien, même s'il y a une prime qui vient diminuer le coût, il doit quand même pouvoir retrouver son investissement d'une manière ou d'une autre, sinon il n'a pas d'intérêt à le faire, si ce n'est d'attendre que les obligations arrivent à l'horizon 2033. Et donc, il est question aussi, est-ce qu'on peut changer le bail pendant un bail parce qu'on a fait des investissements dans son bien? Normalement, ça devrait être un win-win. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus aussi, nous, de loyer chaud dans toute une série de discussions, notamment dans le cadre de Résolution. Loyer chaud, c'est un loyer qui comprend le coût énergétique, en fait. Et que pour nous, pour le locataire, c'est le loyer chaud qui ne doit pas augmenter. Et donc, il faut qu'il y ait quand même un accord sur le fait qu'on puisse répercuter d'une manière ou d'une autre un investissement dans le loyer quand on est un propriétaire non occupant. Sinon, on n'a aucune motivation à le faire. Pierre Dornier, est-ce qu'il y a certains quartiers qui sont, vous pouvez peut-être nous citer, qui sont particulièrement pollués à Bruxelles à cause de la circulation ou à cause d'autres émanations? Mais quand on vous parle de pollution de l'air à Bruxelles, vous pensez à certains quartiers en particulier? Il y en a beaucoup, malheureusement. Le lien est très fort entre trafic routier et qualité de l'air. Donc dès que vous avez des grosses voiries, vous allez avoir beaucoup de pollution. On a fait des tests, des mesures de qualité de l'air à 2 endroits en particulier, mais c'est loin d'être les seuls. Place Flaget à XL et Barrière à Saint-Gilles. Place Flaget, sur une année, on est 3 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS. Barrière à Saint-Gilles, on est juste un petit peu en dessous de 3 fois, 2,8. Parce qu'il y a beaucoup de trafic routier autour de ces endroits-là. Mais ce sont pourtant des endroits, Place Flaget, où on va au marché, où on va avec les enfants pour jouer, où on va sur le banc pour discuter, où on passe beaucoup de temps et on s'intoxique pendant ce temps qu'on passe là-bas. Juste, si je peux encore dire quelque chose par rapport à cette qualité de l'air, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous fait peur et un message qu'on veut quand même donner au monde politique, c'est que c'est bien de mettre des normes en place, mais il faut aussi les contrôler. Et quand on les contrôle, il faut aussi une certaine équité de traitement entre les entreprises locales et les entreprises, par exemple, qui proviendraient de l'étranger. Il y a une concurrence déloyale à Bruxelles aujourd'hui ? Il y a une concurrence totalement déloyale déjà aujourd'hui par rapport au coût du salaire, déjà avec le fait de la liberté de transport et de la mobilité des travailleurs. Mais si en plus, quand on met en place un système de qualité de l'air, on envoie les amendes qu'à ceux dont on s'est retrouvé facilement le domicile parce qu'ils ont une plaque belge, là il y a un problème, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, c'est qu'à un moment, ce serait quand même dommage, et jusqu'à présent, de ce qu'on a entendu, il n'y a pas de système de contrôle qui va être mis en place pour qu'on puisse pénaliser les entreprises qui viennent travailler avec des plaques étrangères et qui ne seraient pas dans des pays où il y a déjà des accords bilatéraux. Je retourne, parce que je voudrais quand même faire un focus sur le centre-ville. On a dit que ça s'était beaucoup amélioré avec le piétonnier, que la qualité de l'air y est meilleure. Vous avez senti une amélioration de la qualité de vie pour les habitants de ce quartier où vous êtes actifs? Alors peut-être pas sur le boulevard, mais dans les rues perpendiculaires, les rues adjacentes. Ça a amélioré quelque chose, cette déviation du trafic? Vous l'avez senti comment, vous qui êtes présente avec Convivence dans cette zone-là? Alors, dans notre rue, vraiment là où on a nos locaux, oui, effectivement, il y a beaucoup moins de voitures. Et je dirais qu'en termes de bruit et de pollution, c'est très différent. Maintenant, il y a quand même des déviations, même si on essaye de faire en sorte que les gens ne puissent pas pénétrer dans les quartiers, il y a quand même encore des possibilités et des déviations qui font que la voiture est encore fort présente dans certains quartiers. Alors, au niveau du réseau Habitat, pour ce quartier-là, pour le centre-ville de Bruxelles, qui concentre quand même une série d'enjeux, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous préconisez? Et est-ce que vous reconnaissez ce que j'ai vu moi dans une étude de 2021, mais qui apparemment se prolonge, c'est-à-dire la difficulté pour les locataires de trouver des habitations payables et bien isolées, Monsieur Schiltz nous disait, bah oui, on peut pas adapter les loyers, donc c'est compliqué, les propriétaires hésitent à le faire, il faut mettre le locataire dehors, voilà, bon... Voilà. Est-ce que vous avez, constaté qu'à un moment donné, il y a un problème globalement d'isolation, et donc après on pourra le dire, d'habitations qui sont plus polluantes, qui provoquent plus d'émanations dans les quartiers particulièrement précarisés? Et donc ici, je voudrais un tout petit peu rectifier, parce que le réseau Habitat, en fait du conseil en rénovation à destination des propriétaires. Oui, mais on l'a vu, ils le font essentiellement pour leurs habitations ou ils le font pour leurs locataires? Alors, ici, ils ne le font. La majorité du public qu'on a, ce sont des propriétaires qui occupent leur logement et qui viennent pour être conseillés là-dedans. Au niveau des propriétaires bailleurs, on n'en a pas. Enfin, je crois qu'on en a eu quelques-uns. Ça commence à venir parce qu'on annonce les obligations. Mais nous, parce qu'on travaille aussi avec les locataires,
clair. Nous, ce qu'on fait, c'est de la lutte contre l'insalubrité. Et pour l'instant, dans la lutte contre l'insalubrité, il n'y a pas forcément la question des normes énergétiques. Ah, mais une toiture qui fuit, des fenêtres qui s'ouvrent quand il y a du vent, ça c'est... oui, donc c'est quand même des problèmes. Oui. Voilà. C'est en lien, mais je veux dire, on n'est pas sur l'isolation de la toiture. Voilà, c'est ça, c'est le cadet des soucis du locataire qui a déjà du mal à trouver. Je me retourne vers le secteur de la construction. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans vos propositions? Le futur ministre ou la future ministre du Logement et de l'Environnement, sans doute, nous regarde, certainement, on ne sait pas qui ce sera, mais qu'est-ce que vous avez à lui proposer pour le secteur? Alors, ce qu'on a proposé, nous déjà, ça fait quand même quelques années, ça fait 3 ans maintenant qu'on a lancé une dynamique, un vrai partenariat public-privé, qui s'appelle Rénolution. Et cette dynamique, nous... Mais on n'a plus d'argent pour payer Rénolution. Mais non, mais justement, il faut faire la part des choses entre la dynamique de Rénolution et les primes. Okay. Et puis, il y a aussi, je voudrais aussi qu'on arrête une idée reçue. C'est pas parce qu'on arrête les primes énergie qu'on va gagner de l'argent au niveau budgétaire pour Bruxelles. La majeure partie de ces primes énergie sont payées par en fait un fonds énergie qui est alimenté par la facture énergétique de chaque Bruxellois. Parce qu'il y a un droit pour exercer en tant que fournisseur d'énergie à Bruxelles et que c'est ce droit qui alimente le fonds énergie qui paye les primes. Donc c'est pas spécialement pour ça qu'on va pouvoir faire des économies pour pouvoir utiliser à d'autres fins. D'autant que si la Belgique et la région bruxelloise, au travers de la Belgique, n'atteint pas ses objectifs de réduction d'émissions en 2030, eh bien, on aura 100 € à payer par tonne de CO2. On a déjà été mis en demeure parce qu'on n'a pas su signer lors de la dernière fois. Et donc, il y a vraiment eu déjà une urgence. Et donc, nous, ce qu'on préconise, c'est de ne pas changer des outils qui ont déjà été créés parce qu'à chaque fois qu'on rechange, on perd énormément de temps et d'énergie. Et je pense qu'en cette période de disette budgétaire, ce serait vraiment une gabegie que de recommencer à zéro et de créer un nouveau système. Parce que de toute façon, un système pour lutter contre les émissions de CO2 à Bruxelles, ça passera nécessairement par l'amélioration de la rénovation énergétique. Il faut savoir qu'on a bien progressé. Il y a quelques années, on était à 70% d'émissions de CO2 qui provenaient du secteur de la construction. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 56%. Mais on reste majoritaire. Pour les propriétaires qui nous regarderaient maintenant et qui hésitent, il est encore possible, sur cette année, d'introduire une demande de prime. Mais on dit souvent que les dossiers sont compliqués. Qu'est-ce que vous recommandez-vous aux gens qui vous disent j'hésite parce que avoir une subvention sera compliqué? En tout cas, ce qui est clair... Chez nous. Allez chez Couillard, s'ils n'habitent pas dans le centre. Non mais oui, s'adresser à l'associatif, on peut être coaché. S'adresser au réseau Habitat ou à Homegrade. Il y a Homegrade qui existe aussi, c'est ça, c'est une ASBL qui a été créée pour accompagner les particuliers justement. Mais clairement, profitez encore de l'année 2024 parce que là, il y a eu une prolongation qui a été faite jusqu'au 31 décembre 2024. Donc tous les travaux qui auront été faits jusqu'à cette date-là pourront bénéficier de primes. Après, nous, évidemment, on demande le maintien d'un système de primes, mais il sera certainement revu pour revoir le budget à la baisse. On peut tout à fait le comprendre et on est prêt à travailler avec le gouvernement pour ça. Merci à tous les quatre d'être venus. Vous allez encore avoir la parole une fois. C'est le temps de l'argument recevable. Jingle. Gista, c'est sans doute l'exercice le plus compliqué dans ces émissions, mais c'est moi qui vous dis, vous devez trouver un argument recevable de l'autre côté de la table. Qui a dit quelque chose dont vous dites je dois forcément être d'accord avec? Je suis forcément d'accord avec la nécessité d'améliorer la qualité de l'air à Bruxelles, c'est évident. Il y a des efforts qui ont été faits, ils doivent être poursuivis. Maintenant, dans le phasage, on peut ne pas être d'accord, mais sur la finalité, nous sommes d'accord. Le principe de la zone de bas d'émission a du sens. Pierre Dornier, est-ce que vous avez entendu quelque chose de recevable chez M. Istas? De ce côté-là, la flexibilité est de montrer, de faire preuve d'une certaine flexibilité avec certaines catégories de véhicules ou de population, mais sans affaiblir toute la zone basse émission dans son ensemble. C'est vraiment votre crainte, hein, c'est une espèce d'effet domino, c'est ça? Ouais. Ok. Madame Couturier, vous avez entendu quelque chose de recevable de l'autre côté de la table? Tiens, du côté d'Ambild, qu'on a épargné jusqu'à présent. Mais je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut maintenir le système de primes. Par contre, nous, on veut le réorienter vers une aide financière pour les ménages qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire? Et arrêter de saupoudrer, saupoudrer non, mais de donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. On n'est plus dans un système d'incitant, on est dans un système d'obligation. Et donc, on doit accompagner les ménages précaires qui doivent pouvoir... réaliser les rénovations. Alors, en 20 secondes, un argument recevable. D'accord avec ce qui vient d'être dit, aussi pour réorienter vers ceux qui en ont le plus besoin, mais pas que, aussi vers les travaux qui le nécessitent le plus. Pour les primes, le but c'est d'être incitatif et c'est de supprimer l'effet d'aubaine. On est complètement d'accord avec ça. Merci à tous les quatre d'être revenus. Merci d'avoir suivi ce débat. Versus reviendra après les prochains congés scolaires. On continuera à vous informer sur BX1. À très bientôt. Belle fin de semaine.